d'être là à double détente parce qu'on a aussi aujourd'hui expérimenté le premier, en tout cas le seul, la première initiative sur un forum expo sur la construction et la rénovation durable. Alors je vais faire un peu de contexte vite fait, histoire de bien dire que tout le monde sache bien ce qu'on fait ici. Même si je vois dans l'assistance plutôt des gens qui nous suivent et qui savent de quoi il en retourne, mais si par hasard on avait un ou deux personnes en live sur Facebook qui ne sauraient pas ce qu'est Habiter là. Donc vous êtes ici à Pré-en-Paille, moi je représente le collectif de 4, et en fait le collectif de 4 il occupe un bâtiment mis à disposition par la municipalité, qui est un peu plus bas dans le bourg, qui fait 1200 mètres carrés et qui a été confié à deux associations au départ, le Secours Populaire et Paillasse Locaux. Et du coup, ce bâtiment a été confié sous la condition que les usagers du B4 soient à même de rénover ce bâtiment un peu par eux-mêmes. Donc du coup, au moment où il s'agit de faire ce chantier participatif qu'on avait imaginé, la question de comment on allait l'animer et le faire vivre s'est posée. Et c'est pour ça qu'on a inventé cet événement qui s'appelle Habiter là, qui nous a permis en fait de ne pas faire un chantier participatif dans notre coin, sur un vieux bâtiment, mais de faire un vrai événement public qui avait vocation à un peu poser des questions, manipuler toutes ces histoires qui nous traversent aujourd'hui dans ce qui concerne les domaines de l'architecture et de l'urbanisme. Donc du coup, là vous êtes en ce moment en train d'assister à la troisième étape d'un des trois parcours d'Habiter là. Donc Habiter là, c'est un parcours concertation chantier, c'est-à-dire qu'on se fait accompagner avec des architectes pendant 2 mois avant de clarifier nos besoins en tant qu'usagers du bâtiment. Et puis une fois que c'est clarifié, on propose des aménagements, ce bâtiment-là, qui vont être mis en œuvre pendant le chantier Habiter là, qui aura lieu du 15 au 29 avril. Il y a un parcours art et culture. Donc le parcours art et culture, il ponctue les 4 mois de concertation et de chantier. Donc du coup, il y a eu des artistes en résidence pendant 3 semaines qui ont produit les œuvres qui sont exposées maintenant dans une vieille maison de Pré-en-Paille, dans le centre-bourg. Et puis, le troisième parcours, qui est le parcours éducation et formation. Et donc ce parcours, il est en partenariat cette année avec le Parc naturel régional sur les 2 premières conférences et avec le CAUE sur ce forum expo et cette table ronde. Et du coup, ce parcours éducation et formation, il est monté un peu en entonnoir pour essayer de nourrir un peu le propos des usagers avant le chantier, mais aussi de diffuser toutes ces idées et ces paroles-là au plus grand nombre. Et donc il y a eu une conférence de Madame Joussaume qui est venue un peu nous parler de la campagne dans la pensée et dans la culture générale. On a eu il y a 15 jours une intervention de Monsieur Montambeau sur le bocage et son évolution dans l'histoire. Et là vous êtes à l'opération table ronde, c'est-à-dire qu'on zoome peu à peu pour arriver aux acteurs locaux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour l'instant. Donc je remercie nos intervenants. Le but en fait de cette opération, c'est d'admettre que en fait, on ne sait pas grand-chose sur ce que sont les pratiques durables dans la construction et l'urbanisme. Je pense qu'en fait, notamment dans cette assistance et en tout cas autour de cette table, tout le monde est motivé, impliqué pour les mettre en œuvre, mais ça reste quand même globalement assez flou pour le grand public et tous les gens qui voudraient y accéder. Donc l'envie de ce soir, c'est de partager avec vous nos questionnements. Et donc on a ici des experts en la matière, puisqu'ils ont tous déjà eu affaire à de la rénovation ou de la construction durable. Et du coup, l'idée, ça va être de balayer un peu ce qu'on peut imaginer qui serait de leur laisser la parole pour qu'ils puissent exprimer comment eux, ils ont vécu tout ça, et qu'après, on puisse échanger ensemble sur les questionnements qu'on a les uns ou les autres, et de faire avancer cette histoire de l'écologie ou la durabilité dans la construction et la rénovation. Voilà, merci. Alors, je vous propose de commencer en fait par un tour de table. Un tour de table que je vous demande d'étayer un peu par ce qui vous a fait au moins venir à cette table ronde. Dans un deuxième temps, on parlera de ce qu'est la construction durable pour vous, comment elle existe dans votre pratique. Mais déjà, ici, quel est l'intérêt en fait pour vous en tant qu'acteur de participer à ce type d'initiative?
Alors, je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez et vous présenter les uns après les autres. Alors, je vous filme, j'en avais un, tout va bien, c'est ouvert. C'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Pierre-Antoine, moi je suis architecte. Alors je suis local, si on veut. Je viens de la région rennaise plutôt. Je suis ici parce que notamment j'ai un petit peu travaillé dans le secteur pour les collectivités, que ce soit la communauté de communes, des Monts des Avaloirs ou la ville de Villaine-la-Juhel. Monsieur Lenoir, pour moi. Alors moi, le sujet m'intéresse bien sûr. La rénovation durable encore plus. Donc c'est pour ça principalement que je suis là, et puis je dois quand même pas mal à cette région qui me fait travailler aussi. Et donc voilà, je suis ravi de pouvoir peut-être vous apporter quelques lectures du sujet. Merci beaucoup, super. Donc Daniel Lenoir, maire de Villaine-la-Juhel. Monsieur Antoine a rappelé qu'il a travaillé avec la communauté de communes depuis un certain temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'étais ravi de participer à cette table ronde, parce que je savais qu'il était là, et qu'on allait parler des différents projets et dire un petit peu comment est-ce qu'on travaille un projet qu'on essaie de faire durable. Il est trop modeste pour l'avoir rappelé dans le détail, mais le pôle santé de Pré-en-Pail-Saint-Sanson, c'est le cabinet Magma, donc c'est Pierre-Antoine. Le pôle santé de Saint-Pierre-des-Nies, c'est Magma, donc c'est Pierre-Antoine. La salle de sport de Pré-en-Pail, c'est Magma, donc c'est Pierre-Antoine. Et l'école de Villaine-la-Juhel, qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps, c'est Magma, donc c'est Pierre-Antoine. Voilà, j'en ai oublié. Donc c'est déjà pas mal. À la fin, je leur demandais quand est-ce qu'ils allaient installer un bureau annexe sur le territoire. Mais pour l'instant, c'est pas fait. On ne perd pas espoir. Et donc, nous, si j'ai répondu favorablement, c'est aussi parce que c'est un sujet d'abord qui, à titre personnel, me préoccupe depuis très longtemps, y compris dans les constructions personnelles. Chaque construction, j'ai eu à en faire plusieurs, c'est comme ça, a été toujours avec cette préoccupation de durabilité et aussi beaucoup de réflexion autour de la question de l'énergie utilisée par le bâtiment qu'on va construire. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais dans les choses qu'on a pu faire avec Magma, ces questions-là ont été aussi d'emblée des préoccupations pour nous, et avec des réponses que vous nous avez apportées, qu'on pourra peut-être détailler et qui donnent une idée de la manière dont on conçoit une construction durable. Voilà. Alors moi ça marche ? Ça doit marcher. Je peux mettre plus fort peut-être. Allez-y. C'est bon ? Non, ça n'a pas l'air de... En deux. Peut-être le manger. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Je me présente Jacqueline Affranger, donc je suis conseillère départementale en charge des déchets énergie au conseil départemental et accessoirement je suis maire d'Ernée. Alors donc moi je suis là plutôt pour vous parler matériothèque. C'est un projet que nous expérimentons. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais c'est un projet que nous expérimentons sur le territoire de la Mayenne. Et voilà, c'est après un constat que dans les déchetteries, notamment dans les bennes encombrants, on avait beaucoup de matériaux qui étaient récupérables. On avait des planches de bois, des fenêtres, des portes, du carrelage, voilà. Et on avait souvent des citoyens qui voulaient le récupérer dans les déchetteries, mais ils n'ont pas le droit. Et on était plusieurs à trouver ça dommage que ces matériaux qui pourraient être réutilisés ne le soient pas et soient enfouis. Alors avec une taxe sur l'enfouissement qui augmente de façon exponentielle tous les ans, en 2025 on atteindra 65 € la tonne à l'enfouissement. Et puis l'enfouissement, c'est quand même pas terrible pour l'environnement. Donc
on essaie de trouver des solutions, mais je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Quentin Lagron, je suis charpentier sur la communauté de communes du Mont des Avaloirs, plus précisément en campagne. Donc moi, j'utilise principalement des matériaux biosourcés, qui va être de lèche de bois, de fibres, etc. Donc moi je suis ici ce soir parce que j'ai aussi participé au chantier Habitella, donc c'était il y a 2 ans. J'avais réalisé l'escalier qui permettait d'accéder à la bibliothèque à l'espace de cours. Donc Arnaud m'a demandé de venir ici pour parler de chantier, de rénovation durable, etc. Donc je peux répondre aux questions. Bonsoir, moi je m'appelle Martin Carré, je suis directeur de l'association Solia, Solidaire pour l'Habitat, en gros qui est accompagnateur des particuliers sur leur projet de rénovation. Je suis venu parce qu'on m'a invité déjà gentiment, quelque chose. Donc, voilà, moi ici la rénovation durable, c'est pour moi en tout cas ma définition, c'est déjà une rénovation qui voit le jour. Alors Solia travaille sur le champ du bâtiment ancien, pas dans le neuf, et va aller chercher des financements pour que ces rénovations voient le jour. Donc, pour les publics, puisque Solia ça veut dire solidaire pour l'habitat, prioritairement pour des publics sous plafond de ressources et donc des publics relativement modestes. Donc voilà, pour moi c'est aussi l'accès à ces rénovations de qualité globale, on en parlera sûrement tout à l'heure, pour tous, et pas que pour les personnes qui ont a priori les moyens de se payer des rénovations complètes, mais aussi pour les personnes qui ont des moyens limités. Pour ce qu'on peut en dire pour l'instant. Alors, si tu gardes le micro, par exemple, est-ce que dans le cadre de votre métier, est-ce que du coup la durabilité, enfin l'écologie dans la rénovation, elle a pris de la place parce que c'est une demande, parce que c'est vous qui l'apportez, parce que quelle est la place de l'écologie dans un projet d'habitat solidaire, donc des gens potentiellement à faible revenu? Alors elle prend une place, mais péniblement. Péniblement parce que moi je pars en financement, donc forcément pour les publics qu'on accompagne, pouvoir proposer des rénovations durables avec des matériaux biosourcés, des matériaux durables, c'est pas forcément évident pour des publics à ce plafond de ressources. Ça veut dire que s'il n'y a pas un investissement et des outils financiers qui viennent valoriser ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'historiquement, nous, les personnes sous plafond de ressources, quand vous avez un devis de laine de verre classique et que le matériau biosourcé, alors même si les écarts de coûts se réduisent, sont plus importants, c'est potentiellement difficile. Donc ça fait partie des problèmes, mais il y a des solutions pour ça. Ça veut dire qu'il y a des politiques publiques qui viennent contrecarrer potentiellement ces différences de coûts. Sur des territoires, les collectivités viennent donner des financements différenciés pour ce type de matériaux. Voilà, on a travaillé sur le Coléron, sur la Valaglo, et donc voilà, il y a des opérations aussi qui vont se mettre en place sur le territoire du Mont des Avaloirs. Et voilà, s'il n'y a pas, en tout cas pour ce type de public, des financements qui viennent valoriser ça, c'est plus difficile. Pour autant, voilà, nous on est aussi dans une évolution des pratiques à valoriser aussi plus ce type de matériaux, que ce soit sur l'isolation, parce qu'on parle d'abord en priorité d'isolation, et après sur les modes de chauffage, effectivement il y a des choses à travailler, c'est certain, mais voilà. Ce que j'ai à dire, c'est que pour ce type de public, c'est parfois plus compliqué parce qu'il y a une différence de coût qui certes se réduit, mais qui existe quand même. Et donc si on parle du marché de l'habitat, de la reconstruction, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur comment... Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de faire durable? Est-ce qu'on est obligé par la loi? Est-ce que du coup, parce que si j'entends bien, en fait, ce que tu dis, c'est pas encore une culture, c'est plutôt quelque chose qui vient parce qu'on fait des économies d'énergie. Et du coup, dans le cadre de ces difficultés de cofinancement ou autre, dans quel état vous êtes, vous tous, vis-à-vis de cette actualité de la durabilité? Est-ce qu'elle vous est imposée ou est-ce que du coup, vous la pratiquez de plein gré? Le micro est... Je vais juste en dire un mot, après je vais passer le micro. En tout cas, en ce qui concerne les politiques publiques, en tout cas les financements publics, parce que Solia n'est que, entre guillemets, le prestataire qui s'occupe de monter les dossiers de subvention. Il y a assez peu de financeurs qui obligent à l'utilisation de ces matériaux. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, on est opérateur pour monter les aides de l'ANA. L'ANA n'impose pas l'utilisation de matériaux biosourcés. La région du Pays de Loire a un dispositif de financement, c'est pas le cas non plus. Le département, etc., il n'y a pas d'obligation. On doit respecter des normes thermiques, mais pas l'utilisation de matériaux biosourcés. Sauf quand il y a une politique publique qui s'investit et qui veut le faire. Mais
en mettant en place des outils. Et du coup, du point de vue de nos professionnels du bâtiment, si j'ose dire, est-ce que, un peu même question, quoi, est-ce que mettre en place un projet avec des matériaux biosourcés ou travailler dans le sens de la durabilité des bâtiments, est-ce qu'il faut que ce soit une volonté de votre part? Est-ce que vous avez de la clientèle? Est-ce que c'est aujourd'hui un marché qui est en croissance? Dans quel état on est quand on est un professionnel du bâtiment et qu'on cherche à faire de l'écologie? Au niveau de la réglementation, sur la rénovation, pour moi, il n'y a rien, en tout cas sur les matériaux biosourcés, il n'y a strictement rien aujourd'hui. On a juste des obligations pour les bâtiments neufs, et encore des obligations, je dirais, c'est le bilan carbone qui commence à apparaître dans la réglementation pour le neuf, potentiellement qui dirige plutôt les constructions vers des matériaux biosourcés. L'idée c'est que ça vienne par étapes, hein. Mais aujourd'hui sur la rénovation il n'y a pas. Nous à l'agence on le pratique dans tous nos projets, mais bon c'est une volonté personnelle de l'agence, un positionnement qu'on a pris dès le début. C'est aussi facilité par le fait que nous on fait pratiquement que du bâtiment public, et les acteurs publics sont quand même en avance là-dessus, très en avance. Ils étaient déjà sur la question énergie depuis longtemps, mais parce qu'il y a moins cette question, il y a le temps long chez les politiques, voilà, le passage chez les acteurs privés, y compris pour les particuliers. Les particuliers quand même s'y penchent, moi je trouve de plus en plus. Après c'est dur de le juger parce que nous on a des retours aussi parce qu'on est étiqueté utilisant les matériaux biosourcés, mais je trouve qu'il y a quand même un engouement, ça c'est certain. Et dernier point, le volet confort d'été, la canicule, les surchauffes qu'on se tape d'année en année, positionne quand même, au moins pour la partie isolation, de mieux en mieux ces matériaux-là. Les gens commencent à prendre conscience qu'une laine de verre, c'est pas terrible pour l'été. Je ne sais pas si c'est dans la tête de tout le monde, mais en tout cas ça vient. Alors aussi, il faut savoir qu'avec les matériaux biosourcés, en fait, c'est en termes aussi de coût d'énergie grise. Donc à la fabrication des produits, admettons, on va acheter une pompe à chaleur. On est un peu fort parce que... Voilà. Donc en termes de... Oui. Donc en termes de pour l'élaboration, si vous voulez, des matériaux, il va y avoir un coût, on va appeler ça de l'énergie. C'est bon. De l'énergie grise. Donc c'est-à-dire dans l'énergie grise, ça va comprendre tous les pétroles en fait, le gaz à effet de serre. Donc on est tous au courant qu'on va avoir un petit problème là dans 30 ans. C'est que 2050 ils annoncent plus 2, plus 3 degrés, donc on ne sait pas ce que c'est pour le moment, mais on va finir par bien le savoir. Donc moi personnellement j'ai choisi de poser des isolants biosourcés parce que dans un premier temps ils vont capter du carbone dans l'atmosphère, notre habitat va capter du carbone, et dans un second temps, en termes de coût de fabrication, ça va quand même diviser par 2,5 vis-à-vis de la laine de verre. Donc après on peut être comme la paille, par exemple la paille qui peut être produite localement sur un territoire, en termes d'énergie grise, c'est gagnant-gagnant. En plus de ça, on va faire travailler des acteurs locaux, donc l'agriculture, pour avoir un confort d'été, comme on disait tout à l'heure, même un confort d'hiver très performant. Donc pour moi, j'ai choisi de poser des matériaux biosourcés pour justement baisser l'empreinte carbone, si vous voulez, de nos bâtiments, de façon à pouvoir résoudre, enfin pas forcément résoudre, mais apporter une pierre à l'édifice pour baisser le coût environnemental, si vous voulez, de ce qu'on achète, de ce qu'on consomme, etc. Donc voilà mon approche, et faire des économies d'énergie aussi avec l'utilisation, du fait qu'un bâtiment est isolé, on va forcément gagner sur la facture énergétique à la fin de l'année. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, si on isole uniquement, l'idéal c'est de faire des rénovations globales quand même du bâti, mais si on va isoler uniquement les combles, on va gagner 30%. Donc sur la facture annuelle. Donc admettons, si vous avez une facture de 1 000 € en électricité, vous allez gagner 300 € par an
d'énergie qui ne sera pas perdue, qui ira chauffer la maison. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des clients qui réclament ce type de pratique et est-ce que c'est un avantage comparatif pour vous d'être déjà en mesure de mettre en place ces processus durables? Généralement, ce sont les clients qui sont déjà au courant au fait du problème. Donc tout le monde ne va pas être au courant qu'une ligne de verre a forcément un confort d'été. À l'usage du bâtiment, on va être au courant, effectivement. Mais quelqu'un qui va avoir un devis entre, comme tu disais, une laine de verre ou une laine de bois, on va avoir environ 30 à 40%. Ça va plus cher. Il faut savoir qu'une laine de verre, c'est simple à poser. On déroule le rouleau, on le met. Voilà, c'est posé. Alors qu'une laine de bois, c'est un matériau qui va être plus, difficile à couper, un peu plus lourd, où il faut que les coupes soient vraiment précises quand même, parce que bon, s'il manque 10 cm, ça peut faire des ponts thermiques, ça peut créer des désordres à l'avenir dans le bâtiment. Donc c'est pour ça que les coûts sont plus importants de 20 à 30%. Mais comme tu disais, maintenant, on va dire une laine de verre, ça coûte 5 € du mètre carré. On va plutôt sur l'ordre de 9 € du mètre carré pour une laine de bois. Donc les coûts, en fait, l'énergie, en ce moment, l'énergie s'augmente. Les matériaux qui consomment énormément d'énergie vont avoir plus tendance à augmenter que les matériaux qui consomment peu d'énergie. Donc une paille qui sera produite sur place ou du champ ou quoi que ce soit, des produits naturels, vont forcément être moins chers, mais par contre, à la mise en œuvre, on va plus loin. Oui, sauf que là, dans le cadre des dispositifs d'aide, je ne peux pas faire financer de la paille parce que je n'ai pas de numéro de certification. Enfin voilà, c'est aussi les limites. Parce que moi, je parle forcément sous le prisme de la subvention, parce que nous, on accompagne sur les financements. Et donc, je ne peux aujourd'hui, à regret, pas financer des rénovations en paille. Parce qu'il n'y a pas de numéro de certification qui justifie de la résistance. Et voilà. Donc, c'est un constat. Après, il y a des fibres de bois qu'on peut financer parce qu'il y a des numéros de certification, mais la paille, aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour le chanvre, c'est le cas. Si vous prenez des produits, par exemple, le chanvre bloc ISO-ENT, ils ont un lambda qui est déterminé par le CSTD et qui permet de poser les produits. Vous évoquez. Ça marche, ça marche. Vous évoquez un sujet qui me parle. Quand il a été question de rénover le collège des Garettes à Vilaine-la-Juelle, j'étais conseiller général à l'époque et on a travaillé sur l'ensemble on a essayé d'introduire une notion. À l'époque, on parlait de HQE, de qualité environnementale, et on avait des équipes qui étaient très favorables au conseil départemental pour aller assez loin dans la démarche. Et on a envisagé de faire une isolation par l'extérieur au chanvre, ce qui a été refusé. Parce qu'à l'époque, on pouvait isoler le chanvre par l'intérieur, sans aucune difficulté, en France. On pouvait isoler par l'extérieur en chanvre en Allemagne, sans difficulté, mais pas en France. Parce que je pense que Saint-Gobain-Biessel, à ce moment-là, n'avait pas encore tout à fait la technologie. Et donc, comme il verrouillait pas mal de bureaux dont tu as parlé, du CSTB, on est allé jusqu'à Paris pour défendre la cause. Le collège des Garettes est isolé en laine de verre. Parce que on n'a pas obtenu ça. Alors, moi, c'est pas ça que je voulais dire à l'origine, mais vous m'avez rappelé ce souvenir. Déjà à cette époque, on était quand même au début du 21e, et donc on s'est préoccupé de ça. Ce que je voulais surtout indiquer, c'est qu'on n'a pas de règles, effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas de contraintes. Alors les contraintes, c'est toujours un peu problématique quand même, hein. On n'aime pas avoir des contraintes. Et quand on a... et donc il faut d'abord qu'il y ait une volonté de pétitionnaire ou de la collectivité, etc. Et là, sans vouloir renvoyer la balle chez qui que ce soit, on peut rencontrer, nous, en tant que pétitionnaires, quelques difficultés pour conduire le chantier qu'on aurait envie de conduire. D'abord, on ne va pas forcément trouver les matériaux qu'on veut. Moi, j'ai isolé chez moi, à titre perso, en laine de bois, en chanvre et en plume de canard. Et on a fait isoler en paille il n'y a pas longtemps, là, pour l'école.
mais on avait du mal à trouver. On n'a pas forcément le cabinet d'architecture qui va nous aider. Là, je tenais à le dire là devant M. Antoine parce que le cabinet d'architecture, il doit aussi nous aider à répondre à des questions techniques qu'on ne connaît pas, nous. On dit voilà, nous on a envie on a envie que ça soit du durable, on a envie que ça soit du local, etc. Mais nous, on ne sait pas faire. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez? Et après, on bute sur un autre obstacle, qui est peut-être encore plus difficile à résoudre, les entreprises. Parce que là, pardon, mais les entreprises artisanales françaises du bâtiment, j'espère ne choquer personne, mais je pense que ceux qui sont dans la salle ne vont pas être visés, s'il y en a. Oui, mais c'est quand même souvent pas l'habitude. Et donc, d'emblée, si on demande quelque chose de particulier, on se prend 15%, forcément, et puis, quelquefois, on n'a pas la réponse. Donc, on bute un petit peu là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je pense que les particuliers n'y vont pas forcément facilement, parce qu'il faut vraiment avoir envie. Et quant aux collectivités, vous l'avez dit, alors honnêtement, c'est pas parce qu'on travaille avec l'argent des autres qu'on serait plus libre de dépenser, mais on raisonne un petit peu différemment et souvent c'est des investissements un petit peu plus importants. Et là, on essaye de trouver effectivement des solutions qui soient exemplaires, etc. Et donc, ce qui fait qu'on a fixé des objectifs un peu plus importants. Mais c'est quand même cette problématique-là qu'on rencontre. Mais je pense que c'est une question aussi d'organisation de filière. Je pense que les artisans, si à un moment vous avez des financements publics qui viennent financer ce type de matériaux, les artisans vont s'y mettre parce qu'on se rend compte aussi que les financements publics vont permettre de voir des projets sortir et ils vont s'organiser. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas forcément suffisamment d'artisans à proposer ces solutions. C'est bien que tu puisses le faire, mais nous on se rend compte des fois qu'il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant j'aimerais bien, j'ai des idées, je voudrais isoler avec des matériaux biosourcés, et parfois on ne sait pas trop vers qui les renvoyer en fait. Alors ça c'est des questions qu'on peut aborder d'autant plus que Mme Arcangé est là, justement, c'est cette question d'accès aux matériaux durables et à tout. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr ce qu'on va produire. On apprend là ce soir qu'il y a un truc qui s'appelle ISO-EP, donc du coup il faut un numéro spécial d'accréditation pour que ce soit le cas. Mais du coup, quid de la filière matériothèque justement, et du coup de l'accès pour vos différents chantiers. Comment on chiffre, quel est l'impact supplémentaire, est-ce qu'un matériau biosourcé qui viendrait de Belgique, d'Allemagne ou de Tunisie, est-ce que du coup il est toujours biosourcé? Et justement, dans cette optique, nous, de CAT en tout cas, qui avons remonté des fenêtres en double vitrage de récupération, utilisé des matières premières pratiquement agricoles pour isoler le bâtiment, est-ce qu'on est dans les clous à côté, voilà, enfin, quid des matériaux de la construction aujourd'hui? Déjà un petit quid de l'artisanat, on va dire. On manque énormément de main-d'œuvre, tout le cours. L'artisanat, moi j'ai commencé en 2012. Pendant ma période de collège, lycée, aller aux lettres, c'était pas bien vu, tout simplement. C'était pas bien vu. Le biosourcé? Non, pas le biosourcé, l'artisanat. L'artisanat. Non, le biosourcé, on n'en parlait pas trop encore à l'époque. Enfin, ça s'est démocratisé dans les années quand on est dans l'environnement, 2008, 2012, à peu près. Donc, si jamais il y en a qui sont en recherche de vocation, du travail, c'est important de le dire parce qu'il y a quand même un chantier assez monumental qui nous attend quand on voit le nombre de passeports thermiques en France, quoi. Donc voilà. Et après, pour le prix des matériaux biosourcés, non, vous pouvez aller. Il y a des magasins qui vendent du biosourcé sur le secteur. Vous allez sur Falaise, et après, je ne vais peut-être pas dire les noms, mais Falaise et Montagne-en-Perche. C'est pas toujours la porte à côté, quoi. Ferté-Massé. On m'a dit qu'il y avait une antenne à Ferté-Massé pour pouvoir acheter des matériaux biosourcés. Et même, vous pouvez aller sur le Nagel. L'autre fois, j'y suis allé, ils avaient du Papetex, de la laine de bois, mais ils peuvent avoir de la laine de bois. C'est la fière soit le problème. Après,
pense pas que la filière actuellement pourra répondre à une offre, enfin à l'offre en fait, tout simplement. Le problème, ça va être ça aussi, c'est que si demain tout le monde est isolé en sourcé, il y aura un problème d'offre. La demande, ok, mais il n'y aura pas d'offre. Enfin, l'offre ne pourra pas répondre à la demande. Auquel cas, il faudra construire des usines. Et l'implantation d'une usine, on sait que ça peut mettre pas mal de temps. Notamment là, avec l'usine qui fabrique de la laine de roche qui doit s'implanter je ne sais où en France, ça pose des petits problèmes au niveau de la localité parce que c'est des usines qui vont consommer de l'eau, etc. Enfin, voilà. Après, il y a tout de suite la problématique des ressources que la Terre peut nous donner, tout simplement. Je ne sais pas après la consommation d'eau exactement des usines, mais ça doit chiffrer quand même en cube. Voilà. Et donc maintenant, quand je suis sur la matériauthèque, j'imagine qu'un des débouchés, c'est quand même peut-être les pros, à un moment, ou pas du tout? Celui-là, je ne sais pas très bien. Oui, alors, effectivement, alors, pour les pros, je ne sais pas, peut-être, à l'avenir, c'est vraiment là une expérimentation pour voir ce que ça peut donner, parce qu'effectivement, il faut que ce soit viable dans le futur. Donc actuellement, on a une expérimentation sur 3 territoires, le territoire d'Azé, avec des Château-Gontier, sur le territoire de Laval, et à Saint-Berthevin exactement, et puis dans Mayenne, à Goron, avec 2 associations, Emmaüs pour Laval et Azé, et puis Men Atelier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à l'ouest, Men Atelier qui est une entreprise d'insertion et qui donc va récolter les matériaux et va les vendre. Donc l'expérimentation a commencé début février, donc pour 4 mois. Le premier mois étant consacré à l'apport et au détournement dans les déchetteries. Et puis à partir de mi-février et puis début mars, ça a été consacré à la vente. Mais 4 mois, c'est long et c'est court. L'expérimentation, le temps de faire connaître, qu'on puisse apporter des matériaux dans ces trois lieux et de faire connaître qu'on puisse après aller les récupérer, les acheter à un coût maudit, ça prend du temps. Mais cette expérimentation nous donne des indications quand même. Je suis allée fin de semaine dernière, vendredi, chez Emmaüs, là où les matériaux sont déposés, et c'est effarant de voir tout ce qui peut être détourné des déchetteries. C'est impressionnant. Entre les lavabos, les éviers, du parquet, déjà tout emballé, du parquet, du papier peint, voilà. Donc ces matériaux-là auraient été enfouis s'ils n'avaient pas pu être récupérés. Et donc l'idée, c'est de faire cette collecte et de pouvoir en faire bénéficier, dans un premier temps, les particuliers, mais pourquoi pas, dans l'avenir, les artisans. Ou même les artisans peuvent être apporteurs aussi, parce que quelquefois sur un chantier, il reste quelques matériaux qui ne sont pas utilisés, et qui sont bien déchettés. On a des artisans qui apportent en déchetterie actuellement, et ces matériaux-là pourraient être utilisés. Alors moi personnellement, je rappelle mon fournisseur, je lui dis j'ai 2 palettes en rap et il vient de les chercher. C'est parfait. Et oui, okay. Voilà, donc c'est une expérimentation qui pourra être... Donc ça va être un fonds qui va être accessible aux particuliers. Oui, dans un premier temps. Un professionnel ne pourra pas venir dire moi j'ai besoin de 50 mètres carrés de parquet qui sont disponibles à la matériothèque. Ce sera réservé aux particuliers. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, oui, parce que là, pour l'instant, les quantités récoltées ne sont pas énormes. C'est plus pour un particulier qui change, qui bricole chez lui. Mais à l'avenir, on espère que ça prendra une ampleur, quand ce sera départemental, ça prendra une ampleur tout autre. Et alors du coup, quid de, par exemple, là je m'adresse plutôt à Martin, mais du coup dans le cadre de Solia, est-ce qu'on peut
si nous on apporte du matériel réemployé, etc., le bricoleur chez vous, il a sa place, ou celui qui retape un peu sa maison tout seul, qui veut en faire une partie par lui-même, qui veut changer la plante d'eau, parce que là on parle beaucoup d'isolation, mais il y a aussi la consommation d'eau, l'énergie, les fenêtres, il y a plein de choses que certains d'entre nous ici font par eux-mêmes et qui du coup ça rentre pas dans les cadres. Alors pas vraiment chez Solier, parce que nous on est accompagnateur, on n'est pas ni maître d'œuvre, ni on ne fait pas de travaux, on accompagne sur la recherche de financement et sur le montage administratif. Pour autant, voilà, c'est pas, faut pas amener ces matériaux à Solier. Et puis il y a un autre sujet, l'autoréhabilitation. Ça ne rentre pas, on en parlait tout à l'heure, l'autoréhabilitation accompagnée ne rentre pas dans le champ des financements publics, en tout cas pas pour l'instant. Donc légalement, il y a cette impossibilité d'apporter des financements, parce que je parle encore des sujets qui me concernent, mais sur ces sujets-là. Donc voilà, il faut peut-être que dans le cadre de l'aménagement de la maison d'habitat, on aura besoin de parquet, mais enfin, voilà, c'est une petite boutade pour rappeler le projet du département. Mais voilà, on se souvient, nous, on est plutôt accompagnateurs sur la recherche de financement, ça nous permet de leur préciser en tout cas. Bon alors, si on résume, quand on veut lancer un bâtiment public, il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit durable. C'est plus cher, il n'y a pas d'artisan disponible. Du coup, c'est quoi l'intérêt d'une mairie et d'un cabinet d'architecture à faire durable en fait? On a des enfants. Des petits-enfants. Et on peut avoir accessoirement des conditions. Penser que ça fait partie des choses qu'on doit montrer comme étant possible. Et quelquefois, on peut aller assez loin dans la démarche. Je reviens sur l'exemple de l'école de Vilaine-la-Juhel. On n'avait pas forcément imaginé ça au départ, mais on s'est dit on va rénover quasiment intégralement l'école. Donc, il y avait probablement du bois, il y a eu forcément du bois, et puis il y avait l'isolation. L'isolation, assez rapidement, Magloire nous a dit on pourrait tenter une formule paille. Ça, si vous n'avez pas un architecte qui vous dit je veux bien m'occuper de ça et trouver l'artisan, je pense que la collectivité va dire ça serait sans doute une bonne idée, mais on verra la prochaine fois, en gros. Ça risque d'être un peu ça, d'accord? Et après, il y a eu la construction bois. Et on n'a pas trop évoqué ce matériau, mais c'est un matériau local, quelquefois qui vient du nord de l'Europe. Surtout pour le collège. Surtout pour le lamellé collé. Surtout pour le lamellé collé. Eh bien, ça peut arriver qu'on ait un cabinet d'architectes qui nous disent et si on prenait du bois local? Et l'école de Vilaine-la-Juhel est construite avec du bois de la forêt de paille. Vous voyez, c'est pas très loin, n'est-ce pas? Et alors là, par contre, problème de filière. Vous évoquiez tout à l'heure la filière. Il a fallu quasiment structurer un embryon de filière, momentanément, pour retrouver quelqu'un qui coupe l'arbre, ça va encore, qui le débite, qui travaille, et puis une entreprise qui acceptait que dans le marché, on ne fasse pas apparaître la fourniture de la matière, des matériaux. C'est comme ça qu'on s'en est sorti, parce qu'autrement, on n'a pas le droit de privilégier. Ah oui, il y a quelques règles du marché public. Alors ça ne vous échappe pas. Vous pouvez réexpliquer ça? Pas bien. En fait, on est sur les marchés publics. Donc, toutes les entreprises répondent à l'appel d'offres sur la base d'un cahier des charges. Si on prend les critères de qualité de l'entreprise et puis de prix, vous risquez de vous retrouver avec une entreprise qui va peut-être venir d'assez loin et qui va très probablement faire venir du bois d'Europe du Nord pour ce genre d'activité. Là, nous, on voulait essayer de contrecarrer ça. Donc, choix des entreprises, ça a été plus facile, parce qu'on a trouvé, il y avait quelques entreprises qui répondaient localement, mais il fallait qu'on ait des entreprises qui acceptent qu'il y ait un marché
avec fourniture de bois classique, comme ils font d'habitude, et puis une variante qui disent, eh bien, le bois en question, vous le sortez, et on va faire un marché supplémentaire pour acheter du bois et on vous fournira le bois. C'est pas toujours très simple, il faut avoir l'entreprise qui veut bien. Mais c'est compliqué, ça. Et alors, ça c'est à l'échelle d'une collectivité, parce qu'on consommait quand même un petit peu de bois pour faire l'école. Un particulier, ben, il ne peut pas s'occuper de ça. Ça va être très compliqué. Alors, là, je pense que si on veut vraiment continuer d'avancer en direction du biosourcé, en particulier sur le bois, il faut espérer qu'on puisse développer des filières dans ce domaine-là, qui soient locales. Ça paraît évident. Sinon, le bois d'ici peut alimenter la Chine, et on peut éventuellement acheter du bois dans l'Europe du Nord. Je voulais juste compléter, je pense que c'est aussi possible pour les particuliers, c'est juste comme vous disiez, une question de volonté, ça c'est sûr. On peut arriver à placer ces matériaux parce que c'est aussi, comment dire, quand on travaille avec vraiment de matériaux très locaux comme la paille, le bois local, on a des scieurs quand même, dès qu'il y a un peu de boiserie, de boisement, il y a des scieurs, on peut aller les voir, mais c'est comme d'aller au supermarché ou de se choisir de se nourrir en local en allant à la petite épicerie, ça demande plus d'efforts. Mais on peut le faire, quoi. C'est pas construire en paille et en bois local. Si vous êtes un peu bricoleur, vous faites une construction pas cher. Ouais. Et il y a un autre point aussi qui est à mon avis important. Si on veut arriver à... Il faut aussi considérer le patrimoine qu'on veut rénover, parce qu'ils ne sont pas tous construits pareil. En gros, il y a deux grandes catégories. Il y a ce qui s'est construit après-guerre et ce qu'il y avait avant. Tout ce qu'il y a avant-guerre, c'est aussi une construction traditionnelle, des murs en pierre, de la terre, parchemin plus, et là, par contre, les matériaux biosourcés, ils ont un réel intérêt qu'on ne mesure pas encore de trop aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura quelques petits problèmes. C'est la durabilité même des matériaux. C'est que si vous rénovez une construction traditionnelle avec de la laine de verre, comme on fait aujourd'hui, en fait, vous étanchez tout, vous aurez de l'humidité, des moisissures et tout ça. C'est pas forcément tout que ça se voit, c'est dans quelques années. Mais voilà, donc ces matériaux-là, ils sont importants pour le patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est avant-guerre. Voilà. Matériaux biosourcés. Matériaux biosourcés, ouais. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'il faut... c'est complexe, hein, c'est des comment dire, c'est complexe de parois qu'il faut réfléchir, c'est au cas par cas en fonction du patrimoine. Hein. Il ne faut pas croire que c'est des recettes toutes faites. Donc bon, je fais un peu pour ma paroisse, mais aller voir des architectes, aller voir des artisans qui s'y connaissent, voilà, c'est important. Il ne faut pas se lancer non plus, baisser comme ça quand on ne connaît rien. Complètement. Et du coup, pour une agence d'architecture comme la vôtre, c'est une espèce de combat, quelque chose où du coup, vous avez postulé dès le départ que de toute façon, vous ne travailleriez que dans ce type de rénovation ou de construction, et du coup, vous cherchez des clients en fonction de ça, ou alors vous répondez systématiquement à tout en disant, bon bah voilà, nous, ou alors vous identifiez des marchés où c'est pas la peine d'y aller, vous allez perdre votre temps, donc du coup, est-ce que dans quelle mesure vous avez un impact sur les constructions ou sur les clients avec lesquels vous travaillez? Oui, alors maintenant c'est un peu plus facile parce que nos références sont axées là-dessus, donc quand on nous retient en général c'est quand même que les gens sont convaincus par ce qu'on fait. Nous on a choisi de travailler comme ça, il ne faut pas croire que ça se fait facilement à chaque fois, et puis il y a des cas où les matériaux durables ne sont pas toujours adaptés, hein. Il y a des solutions techniques, il faut être pragmatique quand même. À un moment donné, il y a des sujets, c'est trop difficile de placer des isolants biosourcés ou la construction bois partout. Vous faites, je sais pas moi, un hôpital ou une cuisine collective, la construire en bois intégralement,
il y a du béton, il y a des besoins. Le béton, les matériaux, on dira putrescibles, ils sont parfois adaptés, hein, ils ne sont pas bons pour tous les sujets. Enfin, les matériaux biosourcés ne sont pas bons pour tous les sujets. Mais le gros de la construction, il pourrait se faire en biosourcé, c'est sûr. Et il y a un panel de choix techniques biosourcés qui permet, à mon avis, de faire tout, hein, c'est sûr. Et puis, c'est des choix qu'il faut faire au niveau société, c'est-à-dire que la paille, si on veut choisir d'isoler en paille, peut-être qu'on décide de ne plus la mettre dans les méthaniseurs. C'est un choix. Quoi. Ça, c'est pas nous, c'est pas que nous. Quoi. Je peux vous raconter une petite histoire. Donc, c'est l'histoire des 3 petits cochons. Donc, vous avez le premier cochon qui va construire sa maison en paille, le deuxième cochon qui va construire sa maison en bois, et le troisième petit cochon qui va construire sa maison en briques. Donc alors, il y a le grand méchant qui arrive et qui va souffler sur la maison en paille. La maison en paille va s'envoler. Si vous avez le grand méchant qui arrive avec sa petite allumette, qui craque son allumette, et pouf, la maison en bois est brûle. Et là, en arrivant dans les briques, il essaye la petite allumette, ça prend. Il souffle dessus, rien ne se passe. Du coup, après la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie des constructions en fait, ont été faites à partir de briques. Il faut savoir que lors de la construction, il y a eu quand même des architectes de France qui sont venus proposer des systèmes constructifs pour reconstruire la France, et ce sont les briques qui ont été du béton. Effectivement, on avait quand même construit des blocos en France à l'époque, etc. Donc voilà, pour former la petite parenthèse sur le choix des matériaux. Dans le même ordre d'idée, quand on a construit un gîte en bois isolé en plume, on nous a dit t'as pas peur que ça crame? Et les clients, ils vont pas avoir peur, ils vont dormir là-dedans tranquille. Et la réponse qu'on leur faisait, c'est sincèrement, si ça crame, un coup de balai, et on retrouve la place propre. Alors que, avec une maison en béton, avec du PVC, etc., il va falloir un peu plus qu'un coup de balai pour tout enlever. Bon. Et autre élément, quand on a décidé de faire l'école isolée en paille, bois et paille, on a réuni des parents d'élèves pour leur expliquer quel était notre projet. Sincèrement, je m'attendais à des réactions dans la salle. Quand on leur a dit, on leur a raconté l'histoire des petits cochons, des 3 petits cochons. Pas un mot. Personne n'a dit, ça va être, c'est dangereux, personne. Ça, c'est plutôt rassurant. En fait, les gens ont dit, sans doute que si c'est fait comme ça, ils ont dû prendre des précautions quand même. Et très honnêtement, d'ailleurs, il faut aussi le dire, si d'aventure, malheureusement, il y avait le feu à l'école, les enfants auront le temps de sortir sans aucune difficulté avant que tout soit cramé. Parce que ça brûle pas bien de la paille tassée et du bois comme ça. Un mur en paille, parenthèse technique, ça va à résistance au feu. Enfin, en Allemagne, je suis pas en France en fait, c'est 90 minutes. C'est-à-dire qu'avant que le feu traverse par là, c'est 90 minutes. Un mur par pain, je crois que c'est 1 heure, entre 30 minutes et 1 heure. Donc ça tient plus longtemps au feu, parce qu'en fait, on va venir mettre un embutteur par-dessus. L'embutteur qui va rendre en fait étanche à l'air la botte de paille. Du coup, il n'y aura pas d'air qui va venir alimenter le feu et ça va mourir. Oui, alors du coup, si on comprend qu'en fait, il existe des solutions. On a des personnes motivées pour le faire, mais qu'il semble que quand même, même si c'est moins grave que ce qu'on pense, puisque finalement maintenant quand on parle de paille, les citoyens ne se lèvent pas en disant n'importe quoi. On a la chance là en fait d'avoir un panel des étages différents de la construction. On a un artisan, on a Solia qui est accompagnateur de projet, mais qui peut aussi parler au nom d'autres accompagnateurs, Synergie, qui sont présents sur le territoire, etc. On a un architecte qui déjà met en œuvre tout ça, nos élus qui représentent ici à la fois des communes, mais aussi des communautés de communes, voire le conseil départemental. Donc on a un peu tous les étages là, de la fusée. Et du coup, comment vous envisagez en fait la promotion
de ce type de construction auprès du grand public, etc. Quelles sont les actions, je ne sais pas, du conseil départemental, quels sont l'état de la profession architecte sur ces sujets-là, est-ce qu'il y a des actions en cours, comment les artisans, au-delà du fait que vous êtes peu nombreux, vous vous organisez autour de différentes choses. On a eu tout à l'heure Ecobat qui est venu ici et qui dit qu'ils attendent des groupements d'artisans pour pouvoir s'implanter et favoriser les filières. On sait que Synergie, eux, ils sont plutôt proactifs dans la promotion de ce type de rénovation, mais que du coup, chez Solia, il en passe quand même. Donc voilà, est-ce que en termes de diffusion des idées et de promotion de ces idées-là, vous avez un rôle, des envies, personnelles peut-être, mais aussi par vos institutions et vos métiers? Moi, je veux bien commencer à répondre. Comme disait monsieur tout à l'heure, on a un chantier devant nous, parce qu'en France, mais notamment en Mayenne, on a énormément de logements, notamment dans les centres-villes, de logements énergivores. La plupart des collectivités actuellement sont en train de travailler sur des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Et il y a un repérage qui est fait dans chaque territoire, et il y a un travail monstre. Il va falloir de nombreuses années pour arriver au bout de ces chantiers. Et donc des logements qui sont souvent occupés par des familles précaires, parce que les loyers ne sont pas chers. Et puis au bout de 2 mois, ou de 4 mois, ou de 6 mois, on reçoit la facture d'énergie, et ce sont des factures, j'ai vu des factures passer, moi, de 3 000, 4 000 euros d'énergie par an, ce qui représente mensuellement un coût énorme. Donc il y a un chantier énorme à faire. Le conseil départemental va prendre sa part dans ce chantier. C'est une des compétences. Il y a Habitat dans les compétences du conseil départemental. Oui, il y a Habitat et il y a la rénovation énergétique, tout ce qui concerne l'énergie. Et donc, et puis le volet social qui va de pair. Et on expérimente d'ailleurs avec Solia le pacte -15. C'est un dispositif qui aide les ménages à rénover leur logement, les propriétaires bailleurs, mais aussi les propriétaires occupants. Et on a plus de propriétaires occupants actuellement que de propriétaires bailleurs. Donc on a une centaine de ménages qui ont été repérés sur la Mayenne, qui sont accompagnés par Solia pour faire le diagnostic du logement, proposer les travaux Martin pourrait en parler un peu mieux que moi, puisque c'est l'accompagnement qui est fait, on travaille, c'est notre prestataire. Sachant que le département envisage de mettre 50 millions d'euros sur les 5 années qui restent du mandat pour justement aider à la rénovation et notamment pour ces ménages, pour que le reste à charge, parce que ce qui était compliqué dans les années précédentes, il y avait un diagnostic qui était fait, il y avait des travaux qui étaient préconisés, mais le reste à charge pour ces ménages qui ont des revenus modestes, le reste à charge était encore trop important pour qu'ils passent à l'acte et qu'ils passent à l'acte travaux. Et donc l'idée, c'est justement dans ces 50 millions qui vont être proposés, c'est que le reste à charge soit le plus bas possible, voire sans reste à charge. Merci Madame Arcangel, parce que je voulais parler de l'accompagnement, forcément, donc la transition est toute trouvée. Parce que moi, à mon avis, une des clés, c'est l'accompagnement, donc ça fait appel pas que à Solia, à Synergie, au CAUE, à tous les acteurs qui accompagnent de manière neutre. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi au niveau, je vais reparler après du pacte -15, mais je vais rester sur ma logique. On a des dispositifs d'État qui sont dans une logique de massification, donc on a des dispositifs qui peuvent être non accompagnés. Alors, je vais cibler les certificats d'énergie, ma prime rénov'. Donc c'est très bien, il faut massifier. Pour le coup, ce sont des dispositifs qui ne prévoient pas forcément d'accompagnement, en tout cas dans la forme actuelle. Et il y a une dérive possible et assez forte d'aller financer des projets qui ne sont pas forcément raisonnés. Donc on n'a pas fait une analyse de rénovation globale, on va juste poser une pompe à chaleur sans réfléchir à l'isolation. C'est un très gros risque. Donc c'est une déviance assez forte de rénover les logements et d'utiliser ses droits aux subventions sans avoir raisonné le projet. Donc c'est là que, à mon sens, c'est important de s'appuyer sur des forces locales, des structures qui sont complémentaires, parce que Solia ne travaille pas tout seul. Si vous regardez la plaquette du Mont des Avaloirs, vous avez 4 interlocuteurs, 4 associations qui travaillent de concert. Donc là, il y a la DIL qui n'est pas représentée, mais qui travaille aussi sur des questions juridiques. Donc voilà, valoriser les forces locales, les structures locales, c'est important.
Parce que chacun a ses spécificités, et puis c'est un monde quand même qui est relativement compliqué. Hein. Quand vous avez un particulier qui vient vous voir pour faire son projet de rénovation, et vous lui expliquez qu'il y a peut-être 3, 4, 5 financeurs différents, avec des modes de calcul, des critères d'éligibilité qui sont différents, c'est compliqué. Ce que nous on a envie de faire passer, c'est oui, c'est compliqué, mais vous pouvez être accompagné par un tas d'acteurs qui sont présents localement. Pour en revenir au Pacte -15, c'est un des outils financiers qui est proposé par le département sur un public cible de propriétaires occupants et bailleurs, et les propriétaires occupants c'est plutôt des très modestes. Et ça rajoute une brique au financement mobilisable que Solia essaie de chercher, avec une spécificité d'un accompagnement renforcé pour ce public Pacte -15, puisque ces publics ont peut-être besoin aussi qu'on les aide dans le choix des entreprises, dans l'accompagnement aux travaux. Donc c'est autre chose que de monter un dossier classique, mais c'est tout aussi intéressant. Voilà, pour moi, c'est l'accompagnement global qui est très important, sinon on va faire des rénovations pas raisonnées en fait. Et du coup, ce ne sera pas durable, parce que si vous faites une rénovation dans le mauvais sens et que vous ne la raisonnez pas dès le début de manière globale, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être qu'avant on le faisait un peu moins, aujourd'hui il y a des outils financiers qui permettent d'aller raisonner de manière plus globale, parce que le département, la collectivité, l'État, la région, si on cumule tous ces financements, on arrive à des plans de financement plutôt intéressants qui nous permettent de proposer des rénovations, même pour des publics très modestes, à 50 000 € avec des restes à charge très faibles. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans. Et alors parmi nos artisans, du coup, la profession est réceptive à toutes ces problématiques de biosourcés, aux approches globales, au travail ensemble, parce que du coup, il y a aussi ce lieu commun de dire qu'effectivement, un artisan qui vient poser un système de chauffage, justement, il va poser un système de chauffage, et puis pas forcément prendre le temps d'accompagner ou avoir la compétence même. Alors c'est vrai que moi, je suis artisan, je ne suis pas conseiller de Solia, etc. Donc nous, ça nous demande du temps. En fait, après, du temps on en a, mais on n'a pas tant que ça. Pour répondre à toutes les questions sur un projet global. Si on rénove sur une maison, la maison va être plus performante si on la rénove globalement. Ce qui me paraît logique. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des raccords avec les fenêtres, en bref. Il y a des points techniques dans les maisons où ça demande qu'il y ait une coordination entre le mobilier, les poseurs de fenêtres, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Après, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Est-ce qu'il y a des collègues qui refusent les chantiers durables parce que d'utiliser des matériaux? Est-ce que c'est répandu comme pratique et comment vous arrivez à promouvoir ces pratiques-là au sein de la profession et aux corporations? Moi, j'ai plus un contact avec le client en particulier. Donc, moi, je vais parler de tous les phasages de confort d'été au client. Pour lui dire que si on mettait un produit avec un déphasage plus important, vous allez avoir un meilleur confort d'été. Après, il n'y a pas que du biosourcé, il faut aussi pas faire la laine de roche, par exemple, qui est aussi un produit avec un déphasage assez important et qui peut être mis partout. C'est pas forcément du biosourcé. Après, comme je disais, l'histoire des 3 petits cochons, pas tous les artisans, mais il y a forcément une partie des artisans qui sont réticents au changement, comme tout le monde. Moi, quand j'étais charpentier dans les entreprises, poser du vapeur, c'est plus le boulot du menuisier. Parce que c'est plus comme minutieux, etc. Charpentier, c'est plus faire du levage de charpente, du panneau sur bois, etc. Et quand on avait le lot pose de parapher, les charpentiers, honnêtement, ça ne les intéressait pas. C'était pas leur cœur de métier, on leur a imposé ces nouveaux matériaux et tous les charpentiers n'étaient pas pour. Après, dans les équipes, il y en a qui étaient plus soigneux. Voilà. Dès qu'il y a des nouveaux matériaux comme ça qui arrivent, il y a des nouvelles normes, il y a toujours de la réticence, ce qui est normal. C'est normal au départ. Après, quand on voit l'efficacité du bâtiment, lorsque le paraveur est posé correctement, ça fonctionne. Et quid de nos architectes alors? Est-ce que nos architectes ils sont globalement sensibles? Est-ce que la profession elle évolue? Est-ce que du coup il y a des réflexes de construction, non durables qui sont présents partout? Enfin voilà, est-ce que vos collègues s'y passent? Est-ce que quand on va aller voir un architecte, il va facilement nous proposer ce type de matériaux ou pas? Oui, je pense que les architectes sont de plus en plus sensibles à ça, c'est sûr.
Après, on va dire quoi, 90% de la construction c'est le logement. Au prisme du financement public, elle est primordiale. Si on ne favorise pas ces matériaux en les finançant mieux, c'est compliqué parce que sur ces publics-là, en tout cas, on ne peut faire que de la pédagogie qu'avec le prisme financier, puisque eux, même 500 ou 1000 euros de reste à charge sur un projet à 30 000 euros, c'est déjà compliqué. Donc forcément, si vous proposez une solution avec de la laine de verre qui va être 3, 4, 5 000 euros moins cher, bah, le choix est vite vu, on va aller sur la laine de verre. Parce que c'est pas une priorité d'utiliser du biosourcé. Pourtant, on aimerait bien le faire, mais il faut que le projet sorte, puisqu'il faut les sortir de la précarité énergétique. Effectivement, c'est une vraie préoccupation, parce que le risque qu'il y a à ce que les choses continuent de se passer comme ça, c'est que finalement les personnes qui sont dans une situation relativement précaire aujourd'hui, avec une évolution climatique probable, vont se retrouver les premiers concernés encore par des impacts sur leur habitation. Donc, alors qu'ils y auront mis de l'argent quand même. Et que l'État et que les collectivités y auront aussi mis de l'argent. Donc c'est vrai que là-dessus, on a un peu envie de se dire qu'il faudrait pouvoir accélérer. Alors, moi je suis comme tout le monde, j'aime pas les contraintes, j'aime pas les normes. Sauf que malheureusement, c'est quand même bien elles qui font un peu bouger les choses. De temps en temps, il faut pouvoir oser. Alors c'est ce qu'on appelle l'écologie punitive. C'est sans doute un mauvais terme, mais si on ne fait pas ça, ben on continue de faire, et puis ben, on laisse les gens finalement investir dans une solution qui n'est pas forcément la bonne. Donc par rapport à la question que vous posiez, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, à ma modeste place actuelle, je me dis d'abord l'exemplarité. Faire des choses que d'autres ne pourront peut-être pas faire, parce qu'au moins ça permettra, qu'ils ne pourront peut-être pas faire tout de suite, de manière à ce qu'on montre que c'est possible. Les collectivités, je pense qu'elles doivent avoir ce rôle-là. Ça me paraît absolument indispensable. Parce qu'elles peuvent supporter ce risque plus facilement que le particulier. Après, il faut effectivement accompagner dans la promotion de ce genre de technique. D'ailleurs, biosourcé, mais pas non plus que biosourcé, non plus, effectivement. Il faut garder, Antoine le disait tout à l'heure, il faut rester ouvert aussi à d'autres solutions qui s'adaptent aux situations. Il ne faut pas être trop rigide là-dessus. Donc on voit bien que le biosourcé va assez vite. Oui, il a ses limites déjà en stock. On risque d'avoir du mal à fournir tout. Mais le chantier est tellement énorme que je pense qu'on aura du mal à répondre partout. Par contre, ma préoccupation première, sincèrement, elle n'a pas été la question de l'origine des matériaux, voire même des matériaux. Alors, au départ, pour moi, la préoccupation première, c'est l'énergie et le confort dans le bâtiment. Alors, quand elle le disait tout à l'heure, le confort ne va pas être le même selon les types de matériaux, en été, etc. Ça, c'est vrai. Mais pour moi, c'est les premiers éléments, parce que là, on a un retour sur investissement quand on réduit les consommations énergétiques, voire quand on arrive à faire du passif, parce que c'est possible. Sur du neuf, la rénovation, c'est surtout difficile, comme vous avez confirmé, mais sur du neuf, on peut arriver à faire du passif quand même. Là, on réduit complètement les coûts, c'est-à-dire qu'on a mis de l'argent, mais on le gagne après. Alors effectivement, ceux qui n'ont pas l'argent pour avancer, ben ceux-là, ils regardent le train passer, ils font un moindre coût. Et ça, c'est regrettable. Donc l'idée d'avoir une formule de financement avec un remboursement sur la base des économies d'énergie, par exemple, ça me paraît des formules qu'il faut essayer de développer le plus possible, parce que ça enlève ce risque-là, et ça fait en sorte qu'il est partagé, en tout cas, le risque. Il y a peut-être un risque qu'il est partagé, et ça peut motiver un peu plus. Donc je pense que, exemplarité, et deux, peut-être accompagner des formules comme ça. Bon, nous, commune, on va accompagner, dans le cadre de l'État RU, rénovation urbaine, on va accompagner, je le dis sous le contrôle de notre chef de projet, de Petite Ville de demain, puisqu'on est Petite Ville de demain.
Si on veut être une petite ville de demain, dans une petite ville de demain, il y a demain, il y a ville aussi, une ville. Mais il y a demain, et demain, il faut que demain, ceux qui vont nous succéder disent pas ce que quelquefois on peut dire de ceux qui nous ont précédés. Nous, quand on a refait l'école, on s'est dit ils ont dû faire vite quand même. C'était une passoire thermique. Voilà, et donc on dépensait beaucoup. J'espère que dans 40 ans, puisque l'école a 40 ans, dans 40 ans, j'espère qu'on pourra dire ce qui a été fait là tient encore, ne consomme pas trop, résiste aux nouvelles conditions climatiques. Elles auront été durables. C'est vraiment un problème de santé publique, hein, parce que effectivement les personnes, les ménages qui vivent dans ces logements passoires énergétiques, bien souvent évitent de chauffer pour éviter d'avoir une facture trop importante et souvent sont en mauvaise santé. Quand on se sent bien chez soi, quand on est chauffé à peu près, on a quand même un sentiment de bien-être plus important que de vivre dans une passoire énergétique. Et souvent, ces ménages précaires ont une vie, pas. Je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Ça va revenir, mais précaires, oui. Mais ne se sentent pas bien dans leur vie et souvent sont malades. N'arrivent pas à trouver du travail. Je pense que le fait d'être logé correctement peut aider à supporter bien les difficultés. Il faut être bien chez soi. Il faut être bien chez soi, voilà, pour être bien à l'extérieur. Voilà. Oui, juste moi je pense que si on veut vraiment qu'il y ait un changement radical, il faut donner un prix au carbone beaucoup plus élevé. Parce que aujourd'hui, en fait, on construit à crédit, parce que quand on construit en béton et tout ça, voilà, c'est un crédit sur ce qu'on puise dans la terre. C'est parce que le carbone ne coûte rien. Voilà. À mon avis, c'est la. Je ne veux pas trop d'options dessus. Et ce qui va être. Enfin, c'est du temps long, hein, parce que faire changer toute une filière. Aujourd'hui, on a beaucoup de maçons, mais peu de charpentiers. Changer ça, ça va demander quelques années, enfin quelques dizaines d'années. Alors du coup, il y a peut-être des questions dans la salle, des réactions, des gens qui veulent intervenir sur ces différents sujets. Faut pas hésiter. Je vous confie du coup les questions encore. Parce que c'est pour le reste du monde qui nous entend en live. Ouais. Donc moi je suis d'accord avec vous, mais le grand problème, c'est qu'on ne peut plus tourner l'artisan. Que ce soit durable ou pas durable, il faut garantir qu'aujourd'hui, avec les grands chantiers en France de rénovation, ça va pas faire. C'est vrai. Bon, le ministère de l'Effet à Armel debout, là, ça fait 4 fois qu'on passe sur l'appel d'offres, il nous manque toujours des lots. C'est catastrophique. Il y a un État à un an de retard à accompagner dans ces logements, il y a des lots qui étaient infructueux. Il faut commencer par trouver des gens qui bossent. L'artisan ne va pas dire le contraire, mais il faut qu'on forme du monde absolument rapidement. On a trop dévalorisé l'artisanat pendant des années. Hein. Et là, moi, j'ai encore le souvenir de professeurs qui disaient mais, tu travailles bien à l'école, tu vas pas aller faire un apprentissage, tu vas pas aller maçon ou menuisier. On a trop dévalorisé l'apprentissage depuis 50 ans. Alors ça revient, là, on a de plus en plus d'apprentis. Mais c'est pareil, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, ça va mettre du temps à évoluer. Et pourtant, les métiers du bâtiment sont des beaux métiers. Et à valoriser. On commence par ce problème-là. C'est ça. D'autres réactions dans le public, d'autres remarques, questions ? Bonsoir. Alors moi j'avais deux remarques. Effectivement sur le problème de l'artisanat, comme vous l'avez dit, effectivement ça a été plutôt dénigré depuis des années.
Et je pense que justement le fait de rénover de façon durable, biosourcée, économie circulaire, ça revalorise ce métier d'artisanat. Et il faut s'enlever de la tête que si on est un mauvais élève, on devient artisan. Parce qu'un artisan, il faut une bonne tête et des bonnes mains. Donc ça, c'est vraiment un discours aussi bien au niveau en tant que nous, parents, que les autorités publiques puissent vraiment porter en disant mais un bon artisan, en fait, il faut une bonne tête et maîtriser ses mains. Et c'est un métier plein de richesses. Ça, c'est un point. Et il va falloir du temps, du coup, pour retrouver de l'artisan de qualité. Mais je pense que justement, toutes ces questions énergétiques et de matériaux de qualité, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez évoqué, mais entre du minéral ou du pétrolier type polystyrène et du biosourcé, c'est pas du tout la même qualité de matériaux sous l'aspect durable, mais sous l'aspect environnemental. Et du coup, je revenais à mon deuxième point sur les fameux surcoûts. Et en fait, moi je suis conseiller France Rénov', c'est pour ça qu'il y a peut-être des arguments supplémentaires. Moi je parle plus de surcoût, je parle de plus-value. Parce que quand on parle de plus-value, on n'entend pas le mot euro. Plus-value, c'est et des matériaux de qualité, donc durables et de performance, et de qualité d'air et de pérennité. Mais effectivement, il y a l'aspect surcoût, mais je parle vraiment de plus-value, de qualité et forcément sur l'aspect économique. Et dans une autre vie professionnelle, je travaillais dans le sud Mayenne et je suivais des collectivités sur des projets de rénovation énergétique. Et un des aspects de mon boulot, c'était dans le cahier des charges de mettre en solution de base du biosourcé et mettre en variante du classique. Ça change tout au niveau des cahiers des charges. Donc s'il y a des élus qui m'entendent, vraiment les cahiers des charges, il faut les monter comme ça parce que ça change vraiment au niveau du résultat final. Et le constat, moi, que j'ai fait financièrement, concrètement sur les projets, c'est que généralement on avait entre 1 et 2% d'écart sur le montant global du projet. Si on est sur un projet à 500 000 €, il y a 1% de plus pour passer en biosourcé et en qualité sur des projets de petites communes dans le sud Mayenne. Et à peu près pour donner la même proportion, le même comparatif sur des projets chez les particuliers, là on est sur un écart de coût entre 5 à 7%. Parce qu'on a tous trop tendance à comparer le produit au mètre carré. Donc là, on arrive sur des plus 15, plus 20, plus 30%. Mais sauf quand on travaille sur du global, on travaille sur des enveloppes. On est sur des enveloppes à 30 000, 50 000, 70 000 € de travaux de rénovation, et ça comprend tout. De l'électricité, de la peinture, du placo, de l'ardoise, etc. Et donc du coup, c'est ça qu'il faut prendre en général, on rénove de façon globale. Il ne faut pas juste réfléchir sur le surcoût matériaux au mètre carré, mais sur le global, qu'est-ce que ce biosourcé va me coûter en plus chez le particulier. Moi, ce que j'ai pu constater, je ne sais pas si c'est une règle générale, mais en fait, c'est des chiffres récents en Mayenne, chez le particulier, on a entre 5 à 7% de plus-value sur le projet global. Donc, c'est pas si exorbitant que ça. Et en termes de produits, de qualité, et tous les arguments qu'on a déjà pu entendre ce soir, on n'est vraiment pas sur les mêmes produits. Après, en termes de qualité dans l'habitat, si on rentre dans une maison en placo isolé en laine de verre, il va faire 20 dans la maison, vous allez avoir un ressenti à 18, 19. Alors que si vous rentrez dans une maison isolée, même juste avec un isolé en laine de bois, en chambre, avec un ordinateur par-dessus, il va faire 18, vous allez avoir 19, vous allez avoir le même ressenti en termes de chaleur. Donc, si vous voulez, les murs vont capter la chaleur à la journée et la redistribuer dans la nuit, le soir, dès qu'il y a plus de lumière. Donc on n'est pas du tout sur le même type de matériaux. C'est des matériaux qui sont des ont des aspects naturels, donc ont une technologie entre guillemets plus simple que la laine de verre. On va pas être qu'un matériau classique pétrolier qui finalement est un résultat chimique qui n'est pas organique, donc qui n'est pas forcément comme l'humain en général. Voilà. Enfin, c'est juste une petite parenthèse. D'autres remarques, d'autres questions? Moi, j'en ai une qui me traverse là, c'est qu'en fait, on parle beaucoup en fait entre nous là de bâtiments publics ou d'accompagnement des plus précaires, mais en fait, ça fait un gros trou dans notre raquette. Je veux dire, est-ce qu'on a des infos sur ce qui est disponible pour tous ceux qui ne sont pas en capacité de construire des bâtiments publics ou qui sont heureusement
sortis de la précarité, et du coup, on a prononcé tout à l'heure le mot de propriétaire occupant, propriétaire bailleur. Moi, j'ai une petite expérience de propriétaire bailleur, et du coup, pour l'instant, la réponse systématique à tout ce que vous avez proposé, c'est-à-dire sensibilisation, accompagnement, promotion, etc., on nous dit plutôt circuler, on espère qu'il y aura une norme qui va sortir dans quelques mois ou années, mais pour l'instant, on ne peut pas vous soutenir, quoi. Il y en a une, mais pas sur le durable. Il y en a une, il n'y en a pas sur le biosourcé, mais il y a une réforme du DPE qui va obliger les bailleurs à faire monter les étiquettes énergétiques. Pour autant, il n'y a rien qui dit que le bailleur devra utiliser des matériaux biosourcés. Tu peux développer cette histoire d'étiquette énergétique là ? C'est-à-dire que là, depuis le 1er janvier, quand on renouvelle un bail, on ne peut plus louer un logement en étiquette G du diagnostic. À partir de 2028, ce sera l'étiquette F, et à partir de 2034, ce sera l'étiquette E. Ça veut dire que les bailleurs vont quand même aller s'inquiéter un peu. Ils ont de quoi s'inquiéter parce qu'en fait, le logement deviendra non décent s'ils ne respectent pas cette règle. Ils n'ont pas le droit de louer, et puis à la vente du logement, c'est la même chose. Donc on a un flux de bailleurs qui vient aussi nous voir dans ces conditions-là, mais le problème, c'est que les outils financiers, je reviens toujours au nerf de la guerre, les outils financiers, parce que quand il y a un bailleur qui vient vous voir et me dit je vais devenir hors la loi, il va falloir que je fasse des travaux. Tous les propriétaires bailleurs mayennais n'ont pas des moyens exponentiels. On a aussi des petits bailleurs, des agriculteurs à la retraite, pour qui ça représente une partie de leur retraite. Donc ces bailleurs-là, on a du mal à les accompagner parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des travaux dans leur logement. Et donc c'est un peu compliqué déjà de leur faire initier un projet de travaux, et de là à leur faire faire du biosourcé, c'est plus compliqué. Alors que déjà sur le mode de chauffage, on est sur un raisonnement qui est différent quand on occupe le logement. Là, 80% des logements locatifs sont chauffés électriquement, ce qui est une aberration. Donc, c'est encore plus compliqué chez les bailleurs parce qu'ils n'occupent pas le logement. Donc, nous, en tout cas, pour les bailleurs qu'on reçoit et qu'on accompagne, c'est plus complexe. Déjà, quand on arrive à les motiver à isoler, lui faire poser un poêle à bois dans un logement locatif, c'est pas simple. Oui, parce que le gain énergétique n'est pas pour le bailleur, mais pour le locataire. Exactement. Donc on va aller à minima des dépenses. Le bailleur, lui, il voit qu'il faut qu'il rentre dans une norme, il faut qu'il atteigne une certaine étiquette, et du coup, il fait ses travaux à minima. Il n'a pas forcément la même conscience et pas forcément envie de dépenser trop d'argent pour rendre son logement économe en énergie. Je voulais revenir sur un élément qu'on n'a pas évoqué là, puisque c'est votre question qui me fait penser. Quid de celles et ceux qui, jeunes couples, etc., qui ont envie d'investir et qui vont construire une maison, ou rénover une maison, justement. La pratique traditionnelle depuis 40, 50 ans, c'était des pavillons, dans des zones pavillonnées. Ça, durable, pas durable, aujourd'hui, on est sur une démarche qui consiste à réutiliser de l'existant. C'est peut-être un côté un peu durable, puisque c'est sans passer par la déchetterie, on récupère directement le bâtiment. Sauf que là, effectivement, donc ça, je pense qu'il faut inciter à des démarches comme ça. C'est la politique des cœurs de ville, etc., des repas et rues et tout ça. Mais on voit bien que techniquement, pour l'instant en tout cas, je ne sais pas si ça va pouvoir s'arranger un peu, mais on sent bien qu'on a du mal à obtenir les mêmes résultats que quand on fait du neuf. Quand on fait du neuf, on est tranquille, on a la dimension qu'on veut, on fait la largeur du mur qu'on veut, etc. Quand on est dans une rénovation, une petite rénovation, ça n'a pas forcément été évident d'isoler par l'extérieur, parce que si vous êtes en limite de rue, vous n'êtes pas chez vous, puisque le mur, c'est la limite de votre propriété, que votre voisin, c'est pas vous, c'est le voisin. Et puis si vous commencez à faire des murs assez larges à l'intérieur, déjà que c'est pas grand, il ne va plus rien rester. Donc c'est une sacrée problématique, ça. C'est compliqué. Or, c'est pourtant quelque chose, si on veut être cohérent jusqu'au bout, il faut quand même intégrer le fait qu'on doit rénover des bâtiments qui sont aujourd'hui en déshérence. Dans les grandes villes. Et ouais. Donc, comment est-ce qu'on arrive à résoudre ces questions-là? Je ne sais pas si
si vous avez la réponse. Mais on dit souvent, avoir un C dans une rénovation, c'est déjà pas mal. Une mentalité aussi, je pense. Il faut changer les mentalités. L'idée d'avoir sa petite maison au milieu d'une parcelle, aujourd'hui, est déjà la parcelle réduite. Alors, très honnêtement, je pense que les mentalités, elles ont changé. Parce que je ne sais pas comment c'est chez toi, je ne sais pas comment c'est ici à Prampaille, mais nous, les constructions neuves, il y en a très peu. Mais les ventes de maisons dans le cœur de ville, il y en a énormément. On a vendu plus de 50 maisons à Villeneuve-la-Juelle l'année dernière. Parce que comme on a un PLU avec droit de préemption, tout passe. On en avait vendu précisément de fin février à début novembre 36. Je me souviens exactement du chiffre, et je n'ai pas fait le calcul, mais j'ai vendu à peu près à 50 sur les 12 mois. Donc ça a changé. Oui, je pense que ça commence à changer. Mais techniquement, c'est pas simple. C'est plus complexe. C'est plus compliqué. C'est faisable. Moi, la parole une minute, de toute façon, ces histoires de maisons dans le commun. Là, certainement, c'est pas, elles sont petites. De toute façon, moi, je pense qu'il y a une seule solution, c'est de réunir les propriétés. Ouais. Parce que je regarde dans le rapport, la plupart, ce sont des grandes maisons qui ont été séparées et faire des habitages. C'est tout la même. Il faut réunir, sinon on va pas arriver à faire des maisons. Non, mais c'est vrai. Il faut quelquefois en déconstruire, même. Oui, en déconstruire quand elles n'ont pas de valeur architecturale. Parce que ça, au dynamisme des ventes, donc, c'est pour touche de l'argent chez les consommateurs immobilières, on vend. Donc on est passé un an, après on a fixé 50 000, on est passé à 60 000 la taxe d'aménagement. Donc ça veut dire qu'il y a un dynamisme de revente. Les droits de mutation. Les droits de mutation. Les droits de mutation. Le taxe d'aménagement, la Comcom a voulu nous l'appliquer, mais ça allait lui rapporter si peu qu'elle a laissé tomber. C'est 2500 balles. C'est 2500 balles. Le problème de revenir et pour politiser comme ça, c'est vraiment les problèmes de succession, d'héritage. Ça se fait, mais. Il faut du temps. Oui, il faut du temps parce qu'il faut avoir l'opportunité au même moment. Moi, je me souviens d'un projet dans une autre commune, plutôt du sud Mayenne, il y avait un jeune ménage qui avait acheté juste un lot et qui a dû attendre 10 ans parce que la maison voisine était à vendre, qu'ils l'ont acheté, qu'ils ont réuni les deux et que ça crée un logement avec des qualités différentes. Mais c'est pas toujours possible, quoi. On va avoir une temporalité qui est celle du ménage qui veut profiter d'un logement de qualité, c'est pas évident. Et puis on a ces logements en centre-ville aussi, où effectivement il y a des problèmes de succession et les héritiers ne s'entendent pas et le bâtiment se dégrade alors qu'il est joli, il serait vendu. J'en ai amené, moi, il y a quelques-uns comme ça. Ah oui, d'accord, donc j'ai ce qu'il faut chez moi, j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais c'est vraiment. Mais là, justement, le fait d'être petite ville de demain, le fait d'être dans une OPA RU, on a une possibilité d'agir sur ces propriétés-là. Donc on est en train de travailler sur une OPA RU sur notre commune. Et donc, ça nous donne des outils quand même. On a de plus en plus d'outils pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Je voulais juste dire qu'effectivement, on va avoir les moyens coercitifs sur les OPA RU pour pouvoir essayer de contrer un petit peu cette difficulté-là, qui ne résoudront pas tout, mais qui permettront quand même d'aider certaines situations complexes. Je voulais juste dire, c'est vrai qu'au niveau des lotissements, des maisons individuelles, c'est un peu aussi quand on parle de développement durable, etc. On sait que c'est pas l'exemple. Il y a beaucoup de dépenses de réseau, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on revient dans les centres-villes qui sont vides en plus. Ça redonne une autre vie. On l'a vu aussi dans la période du Covid, ça a donné aussi beaucoup plus de crédibilité à ces centres-villes de vie moyenne. Donc ça c'est important. C'est une autre ambiance aussi. Donc c'est une chance aussi. Et puis après, il y a peut-être aussi une chance, là on voit la métropole de Lyon par exemple, c'est une métropole, c'est Lyon, c'est beau, mais elle va exiger l'utilisation de biosourcés dans toutes les opérations qu'elle met en place. Donc ça peut être aussi c'est vrai que nous en tant que collectivité, il y a ce choix qui s'offre à nous de dire on veut aller vers ça et d'inciter plus. C'est un bel exemple à l'histoire de l'emploi des matériaux, etc. On
il faut aussi pousser dans des exemples comme ça parce que on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui sur ces thématiques et que tout le monde est en attente parce que de toute façon il faut y aller, on va y aller. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que par exemple quand on est dans une construction de bois, souvent c'est pas la même atmosphère. C'est pas la même atmosphère qu'une maison en béton, etc. Donc tout ça, faut en profiter aussi. C'est un autre bien-être, le bien-être le plus fort, c'est important aussi. Et il ne faut pas oublier que le durable, c'est pas seulement la construction elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour d'un territoire. Donc c'est faire attention aux mobilités, faire attention aux services, etc. Et ça va. La gestion intégrée des eaux pluviales, par exemple. Donc, pas mettre de tuyaux, mais que la goutte, ça filtre à l'endroit où elle tombe, qu'elle ne prenne pas les tuyaux. D'autres réactions, d'autres remarques, ouais. Non, j'ai juste une petite interrogation par rapport aux produits biosourcés, par exemple le bois. Admettons, comme vous dites, on va rénover tous les logements biosourcés. Est-ce que vous n'avez pas eu une inquiétude sur la provenance du bois? La quantité de bois, est-ce qu'on ne va pas réduire les forêts? En fait, c'est un peu. En fait, aujourd'hui, c'est assez infime. Est-ce que réellement, si on isole toutes les maisons de France en bois, est-ce qu'il peut y avoir un problème dans les années futures? Et une autre petite question. On a du bois en Mayenne. Oui, mais du coup, est-ce qu'on a évalué les quantités de bois qui faudrait typiquement pour, par exemple, isoler tous les logements de France? Non, mais c'est comme pour l'énergie, il n'y aura pas une solution, il faut tout prendre. Il faut faire du bois, il faut faire de la terre, il faut faire du champ, il faut tout utiliser. Comme pour l'énergie, je disais, on ne fera pas tout au solaire, on ne fera pas tout à l'éolien, on a besoin de tout. Oui, on ne construira pas tout en bois, ça c'est sûr. Après, sur des bâtiments pavillons des années 70, pour faire des isolation thermique à l'extérieur, c'est ultra facile. Et là, on n'est pas obligé d'utiliser de la bois, ça n'a aucun. Enfin, on peut utiliser un peu les sirènes pour les contre ce pavillon, et il y aura une performance. C'est pas très écologique, mais après, dans le temps, si on parle de durabilité, on a un retour sur l'énergie, je sais pas, je connais pas les chiffres, on va peut-être dire 10-15 ans, donc finalement, on est gagnant. Donc il faut isoler avec les matériaux qui correspondent avec le bâti. Il faut savoir qu'en France, par contre, c'est 80% du bâti qui n'est pas fait en béton. En fait. C'est de la pierre, de la terre, du pied, du bois, etc. Donc sur ce type de bâtiment-là, on ne peut peut-être pas utiliser de polystyrène, ça y aura des désordres dans les années à venir. Voilà. Et j'ai une petite question un peu plus technique. Comment on peut savoir que notre produit biosourcé est local ou qui ne vient pas de... Alors, en Pays de la Loire, on a différents fabricants de biosourcés. On va avoir Biofib, qui est basé en Vendée, qui va produire du lin, du chanvre et du coton. Métis aussi. Métis, je crois que c'est fabriqué Pays de la Loire, région Pays de la Loire. Où eux, ils vont collecter tous les jeans usagés, etc. Par exemple, le Score Pop, mais dans les petits paquets, et c'est recyclé et ça fait de l'isolation. On va avoir la boîte de cellulose qui est fabriquée aussi en Pays de la Loire. Le chanvre à côté, Ecopertica à côté. Ecopertica avec le chanvre, ouais, qui font la Chenvote pour le chaud chanvre, on va avoir Loist. Bon, c'est pas très. C'est à eau, chaud de eau. Donc eux qui fabriquent la Tradical, donc c'est le béton de chambre pour faire les mélanges de chambre. Donc sur le secteur, on a quand même pas mal d'acteurs. Après, sur la laine de bois, c'est différent. Ça peut faire peut-être venir Pologne. Donc après, je suis pas allé en Pologne, je suis pas allé voir comment c'est fabriqué là-bas, mais je pense qu'effectivement, ils doivent quand même couper des arbres et puis les passer dans les machines pour faire de l'isolant. Après, moi, j'avais posé une question parce que on parlait des déchets tout à l'heure, mais dans le bâtiment, il y a énormément de déchets. Moi, quand je dépose de la LDR, du placo sur Alençon, parce que j'ai des chantiers sur Alençon, quand je vais à la SCP de valorisation, je paye, c'est ce que vous disiez, 65 centimes le kilo. Donc une tonne, ça va vite. Le particulier, quand on va à la déchetterie à Pampaille, on jette ça dans le bidon, c'est génial. Finalement, on paye rien du tout.
On paye rien du tout. Oui, mais la redevance, c'était Pas particulier, oui. Si, on recommence à checker. Oui, d'accord. Et la redevance, c'est rien du tout. Hein. C'est pas. 100 kilos, enfin, si on revient par rapport au kilo, c'est peut-être 300 kilos de déchets par an. À peu près. Hein. Donc on jette plus de 300 déchets par an. Oui, je reviens à ça. Pour la laine de bois, c'est pareil, c'est un déchet qui va dans tout le monde. Parce que pour le moment, les fabricants n'ont pas encore trouvé la solution pour les recycler. Mais j'ai envoyé un mail à mon commercial et je lui ai demandé. Et apparemment, c'est dans le coup, donc d'ici 5-10 ans, je pense que la filière va se mettre en place. Dans la durabilité aussi, vous évoquez en fait la question du stock. En fait, est-ce qu'il y aura suffisamment de bois, etc. Bon, c'est une question qu'on se pose souvent, y compris sur le chauffage, sur le bois, etc. Bon, il faut gérer. Les forêts, ça se gère. Ça paraît banal de dire ça, mais le propriétaire de la forêt, il gère sa forêt. Son objectif, c'est que s'il fait des coupes, il envisage que ça repousse et de refaire après. Et on peut aussi imaginer qu'on développe aussi de l'activité. L'agroforesterie, par exemple, c'est une activité qui peut tout à fait se développer, qui, à mon avis, a tout à fait sa place. Ça part de l'idée que le sol, il n'a pas qu'une vocation alimentaire. Ça, c'est un principe de base, qui est une idée qui est du XXe siècle, que la terre, elle fait que nourrir les hommes. Non, la terre, elle fournit aussi l'énergie. Elle doit contribuer à ça. Je coupe juste sur la forêt. On va avoir un problème, c'est on va aussi intensifier la production dans les forêts, parce que c'est déjà un peu le cas. C'est possible. On met déjà de l'engrais dans les forêts pour ouais. Mais c'est possible qu'on intensifie. On a un exemple ici sur la forêt de Milton en particulier, où il y a un objectif qui est aussi un objectif de captation de carbone. Parce que quand vous faites pousser des arbres, vous contribuez à la captation du carbone. Donc ça contribue. Mais je ne sais pas si vous savez, mais pour la forêt de paille, il y a 200 ans, elle était coupée tous les 15-20 ans, rase. Parce qu'elle servait en fait pour alimenter les forges de Gondelin. Et donc, Gondelin, ça vous parle? Un petit peu. Et d'ailleurs, à un moment donné, d'après celui qui m'a raconté ça, c'est paix à son âme, l'ancien propriétaire de la forêt de paille, Pierre de Bois. Au bout d'un certain temps, finalement, ça revenait tellement souvent, parce qu'ils en avaient besoin, que plus ça allait, plus ils coupaient court. Alors, on n'est pas arrivé à l'île de Pâques, mais mais en fait, l'histoire de la forêt est comme ça. Elle s'est après reboisée parce qu'il n'y a plus eu besoin. Mais voilà, donc ça veut dire que, vous voyez, la gestion, ça peut très bien, si on n'y prend pas garde, petit à petit, on va arriver à ras. Donc il faut organiser ces choses-là. Et là, on a dans la CFC, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est PEFC. Bon, c'est une gestion qui dit être durable. Alors, elle a peut-être quelques inconvénients, c'est peut-être insuffisant comme critère, mais ça part au moins de l'idée qu'on va... Non, mais de toute façon, la ressource, on parle de PEC, c'est un label tout à fait grand. Après, ça va être beaucoup de phrases, on va raconter derrière. Ouais. Mais de toute façon, on a besoin de bois, donc il faut aussi accepter des fois faire des compromis. On va planter du Douglas, le Douglas va pousser en 30 ans, 40 ans pour avoir des planches de Douglas. Et on va couper à ras et on en remet d'autres. C'est ce qui se fait dans la forêt de paille. C'est ce qui se fait dans la forêt de paille. Après, il y a d'autres types, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a d'autres types de gestion forestière. Il y a la gestion pro-silva qui va plutôt faire des prélèvements d'arbres un par un et laisser la forêt se régénérer, comme la forêt de paille sur les parcelles où il y a des chefs. Oui. Là, on va pas faire le coupage, on va fabriquer les chefs dans certains endroits, puis vous voyez dans différentes séries. Un arbre qui arrive à maturité joue beaucoup moins son rôle de stockeur de carbone quand il est vieux. Donc c'est le moment de couper et voilà, c'est le cycle
de l'arbre et de la forêt. On va prendre une ou deux dernières questions éventuellement, et puis après on va... Propriétaire forestier, là. Moi je suis planteur d'arbres, donc je vais vous rassurer avec la forêt. Donc en 200 ans, on est passé de 7 millions d'hectares à 22 millions d'hectares aujourd'hui. C'est rassurant. C'est rassurant. Et tous les ans on gagne, c'est énorme. On a vu ça en chiffre avec M. Montambeau la dernière fois sur le maximum forestier, la disparition, le renouveau de la forêt. On voit ça croître tous les ans de 2 millions de hectares. Le gros souci aujourd'hui, c'est qu'en Chine, ils ont tellement coupé qu'ils coupent plus. Donc ils ont l'interdiction de couper pendant 30, 40, 50 ans. Tous les beaux arbres ils vont dans des containers et ils vont en Chine. Alors c'est pas le bois qui nous manque, le problème c'est que le bois il se fait remonter. C'est le marché qui commande. Il revient à plancher. Financièrement parlant. Il y avait une réaction? Ou alors c'est la question qui finit tout parce qu'on n'a pas de réponse. Et si on vous répond qu'il n'y a pas de modèle, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et je pense que Antoine dira sans doute mieux quoi, parce qu'il l'a déjà dit tout à l'heure. Il y a des solutions qu'il faut qu'elles soient adaptées à la situation, voire aux matériaux qu'on a près de chez soi. Trouver un bon architecte. Vous faites appel à Magma et Oui, non, c'est pas une blague, aller voir un archi. Bah oui, et puis sensibiliser au patrimoine, oui, c'est sûr que c'est mieux. Sur de la vieille pierre, il vaut mieux avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience dedans, je pense. Je peux répondre dans la même veine en disant aller voir un archi. Au CAUE, on propose des entretiens gratuits avec des architectes ou des paysagistes. Et ça peut être la première étape en amont de votre projet. Et on a un architecte qui fait des permanences un peu partout en Mayenne et qui est là pour ça, pour conseiller. Et vous venez avec tous les documents dont vous avez besoin. Et il sera là pour vous donner les premiers conseils. Il n'aura pas de maîtrise d'œuvre, mais il vous conseillera. C'était plus en termes de matériaux durables. Qu'est-ce que sur le territoire, localement, les artisans, les acteurs de bâtiment diraient c'est le matériau pour une rénovation. On a besoin de parler de ce soir, pour dire qu'est-ce que ici chez nous fait sens. En fait, après, un projet à chaque fois est unique et ça dépend de où est votre bâtiment, comment il est implanté, qu'est-ce que vous voulez faire à l'intérieur. Il n'y a pas de réponse type qu'on peut appliquer à tous les bâtiments, même s'ils ont certainement les mêmes matériaux de construction. C'est ce qu'on disait. Il n'y a pas de carrière de cailloux. Il n'y a pas de carrière de cailloux. Après, il y a certainement des matériaux privilégiés. Tu prends de la paille et de la terre. Dans ton champ. Dans ton champ. Tu redimensionnes un peu ta charpente, du coup, parce que si tu veux mettre de la paille et de la terre, il faut redimensionner la charpente. Et après, tu peux te dire que les eaux pluviales que tu récupères pour ta machinerie, le choix, tout ce que tu vas pas voir, ouais. Les toilettes, tu mets pas de toilettes, tu mets des toilettes sèches. Voilà. Tu mets pas de toilettes. Pour faire. Encore de dire qu'on veut revenir à la bougie, tout ça. Donc, pour faire ton bois de charpente, ce que tu peux faire, c'est t'acheter des billes de bois à un forestier qui va les emmener avec son tracteur dans ta cour. Ensuite, tu appelles une série mobile, le charpentier va dire il faut telle section, telle section, telle section. Voilà, donc comme ça, tu as ton bois de charpente. Après, tu appelles l'agriculteur du coin qui a un petit navire qui va bien pour lever ta charpente. Enfin, du moins la ferme qui a été peut-être dimensionnée ou celle que tu as déjà en place, elle peut peut-être recevoir aussi des charges supplémentaires. Sur le sol, au rez-de-chaussée, tu peux mettre des tonnettes qui sont fabriquées en ménémoire, par exemple, que tu peux demander, parce que c'est assez cher à poser au mètre carré, donc tu peux demander au maçon qui t'explique un petit mètre carré qui n'a pas fait toi-même. Ça peut être vu comme ça.
Pour l'isolation de ton plancher, donc il y a plusieurs solutions. Soit tu fais appel à... Tu prends du Douglas Hacker par contre, hein, et tu surélèves un peu ton plancher, tu fais un vide sanitaire en dessous, tu l'isoles. Tu peux l'isoler avec de la paille, mais après, en termes de durabilité, avec leur sol est humide, hein, je suis chez eux. Le sol humide, je sais pas si on parlait de la paille, vous mettez... ouais, le sol. Non mais je veux dire, avec un vide sanitaire, du coup, ça fait ventiller. Non, il y a des isobores, des choses comme ça. Mise à part. Mise à part, c'est vrai qu'en Suisse. Et... Et puis après, là, on va aller au-delà du conseil gratuit. Il va falloir prendre un rendez-vous pour... Les CAE, c'est gratuit. Hein. Les CAE, c'est gratuit. Mais il y a plein de manières. Hein. Sur Internet, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, vous mettez autoconstruction, il y a même des livres pour faire des choses soi-même. Allez, j'ai encore 2 réactions. Nico? Ouais, en fait, je reviens un petit peu sur la question tout à l'heure. On parlait de... Ça fait quoi ça on parle beaucoup de biosourcé depuis le début, et effectivement, sur les matériaux locaux, le fait que la provenance est courte et tout ça, est un point de vue, alors peut-être plutôt architecte élu, parce que je ne parle pas du tout de l'artisanat, de la cause du matériau. D'expérience, je sais que si je me pointe à la Banque publique d'investissement avec mon projet de briqueterie locale, j'aurais beaucoup moins de thunes qu'avec mon projet de start-up dans les nouvelles technologies. Et du coup, est-ce que ce soit de la part des archives, est-ce qu'il y a un vrai effort quand on débarque dans un territoire à faire vachement gaffe à ça? Et est-ce que, mis à part l'exemple de l'école que j'ai bien entendu tout à l'heure, est-ce que les pouvoirs publics peuvent aider à démarrer, je parle plutôt du côté entreprise en fait, à démarrer une entreprise? Est-ce que au niveau local, parce que justement des échelles de communautés, communes et départements, est-ce qu'il y a des enveloppes prévues, un peu comme il y a une enveloppe matériauthèque pour... moi j'ai un projet de briqueterie, je suis fabricant de briques, j'ai envie de le lancer là à côté d'ici, comme il y en avait une à une époque. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je sais que l'architecte, quand il va venir pour un gros bâtiment du coup, il va faire attention à ça? Voilà, c'était juste par rapport à... Et on prend l'autre question tout de suite, comme ça on répond aux deux. C'était juste un petit clin d'œil parce qu'on a un festival d'architecture. Donc on a parlé beaucoup de matériaux, ce qui est un des points de la durabilité, mais en fait, nous ça commence dès la conception avec juste la bonne prise en compte des aspects bioclimatiques, la bonne orientation, voilà, des débordés de soie, des protections solaires, etc. etc. C'est juste un petit peu de faire attention à tout ça. Oui, la place de l'architecte, nous, on y tient beaucoup. Les présents du collectif de 4 savent. Est-ce qu'il y a une réaction sur la question de Nico, sur les leviers de développement de filière, l'implantation des entreprises innovantes qui ne sont pas de la start-up Non, je n'ai pas connaissance jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose qui pourrait se développer si il faut effectivement vous faire connaître et peut-être... Ah non, vous n'avez pas de projet de briqueterie, pardon. Si jamais il y avait, je pense que ce serait étudié. J'ai le même accueil que, je sais pas, que si j'arrive avec un projet dans la high-tech, pour être honnête, là je sais que j'ai un accueil assez sans problème. Voilà. Et moi là j'ai envie de développer une briqueterie locale, que ce soit un aide de part des entrepreneurs qui viennent me chercher pour travailler, ou de part des élus pour m'aider à développer. J'ai un exemple personnel que du côté de la Banque publique d'investissement de Paris et de tout ça, donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau local. Hein. Je sais pas du tout. Non, il n'y a pas, pour l'instant au niveau local, moi je n'ai pas connaissance, mais effectivement, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire ce soir et des matériaux biosourcés et tout ça, s'il y a des projets de ce type-là qui se développent, je pense qu'il y aura une attention particulière des collectivités. C'est plus une compétence de la région, peut-être de l'accompagnement de l'emploi. En fait. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je crois que c'est une compétence régionale qui accompagne. On peut aller plus loin qu'effectivement il y a le soutien de la région, parce que chaque collectivité a la compétence, le département s'occupe du social, il n'a plus le droit de s'occuper d'économie, la région s'occupe d'économie, elle a le droit de s'occuper du social, la commune elle a le droit de s'occuper de tout pour l'instant encore, la communauté de communes s'occupe d'un certain nombre de choses. Bon, donc on se réfugie facilement derrière ces règles-là. On peut aussi les dépasser. Moi, je suis tout à fait favorable à chaque fois à ce qu'on essaie de les dépasser.
Et à la limite, en ce qui concerne un projet comme ça, j'aurais un projet comme ça dans ma commune, je saute dessus. Je ferai tout pour faire en sorte que ça puisse avoir lieu. Parce que la start-up, haute technologie, etc., peut-être qu'elle a tout à fait sa place. Je ne suis pas sûr que ce soit chez nous qu'elle vienne se développer. Je ne suis pas sûr que ce soit là qu'elle ait d'ailleurs vraiment sa place. Elle aura peut-être plutôt besoin d'être dans un milieu où ils vont rencontrer des gens un peu qui sont sur la même problématique, etc. Mais des projets comme le vôtre, et d'autres de cette nature, ils ont plutôt vocation à être dans des territoires ruraux comme les nôtres. Donc je pense que là, il faut pouvoir accompagner. Alors, dans l'accompagnement, la collectivité ne peut pas non plus mettre d'argent public dans l'activité privée, en tout cas, il y a des limites. Il y a la formule, une communauté de communes, par exemple, peut avoir la formule bâtiment relais, atelier relais, ce qui est quand même très, très aidant. Enfin, il y a un très bon exemple ici, il y a une brasserie qui s'est développée après Empaille Saint-Sanson, je crois que des locaux qui appartiennent à la communauté de communes, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est un moyen d'aider. Il peut y avoir des choses un peu plus. Et puis on peut aussi imaginer d'accompagner du financement participatif. Parce que ce que la banque ne fait pas, parce que c'est peut-être un peu petit, ou peut-être parce que le risque est un peu trop important, ça peut se faire aussi collectivement. À l'origine, d'ailleurs, les banques, c'était ça. Quand le Crédit Mutuel s'est constitué, ici, quand le Crédit Agricole s'est constitué, ici, c'est parce qu'avant, c'était le notaire qui faisait le financier. Il était tout seul à le faire. Et là, les gens se sont dit, si on se serre un peu les coudes, on va pouvoir s'aider, on va pouvoir t'aider à acheter ensemble ton tracteur, t'aider à acheter ta ferme, etc. C'est comme ça que ça s'est constitué. Et donc je ne veux pas réinventer la banque, mais on peut avoir des formules comme ça, et ça apporte, ça permet d'apporter sa part d'autofinancement, de capitaux propres, voilà, pour pouvoir aller ensuite chercher le reste à la banque. S'il n'y a plus de questions, j'ajouterais deux petites choses pour développer ce que vous venez de dire. C'est qu'il y a actuellement à la Comcom justement une mission de développement économique avec un consultant qui est là sur le territoire et qui du coup est venu et nous a approché nous, le collectif de 4 en disant qu'il était très ouvert justement à ce type d'incubation lente. C'est-à-dire du coup justement, contrairement à la start-up, où du coup on attend des résultats forts et rapides, là il y a une démarche quand même de la Comcom engagée vers des projets qui seraient particuliers mais qui auraient une possibilité de développement sur le long terme, donc ça fait partie des actions en cours. Et il est né au 2-4 il y a quelques années de ça, une cigale. Et du coup, la cigale, c'est le début de l'épargne individuelle qui sert à développer des projets et qui peut impulser des choses. Donc je rejoins M. Lenoir en disant que ce type de projet, ils ont aujourd'hui un accueil sur le territoire et que ça existe quels que soient les échelons. Si du coup, sauf si vous voulez dire un mot de conclusion les uns ou les autres, mais du coup je voudrais boucler en fait sur ce cycle de conférence. C'est-à-dire que s'il y a un point commun en fait entre les trois moments qu'on a vécu, c'est vraiment de dire qu'on est à un moment charnière où en fait finalement il y a assez consensus sur le moment où on est de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de changer de façon de vivre, de gérer, d'aménager, de concevoir, etc. Mais que du coup pour l'instant il y a un déficit peut-être d'être ensemble sur ces sujets-là et que du coup de réussir à se mettre tous ensemble autour des tables pour les faire avancer collectivement et que du coup on ne soit pas chacun dans nos paroisses à faire nos petits projets, mais qu'on arrive à faire avancer tous ces projets-là ensemble. Voilà. Donc du coup je trouve intéressant que nos interlocuteurs de ce soir ont tous évoqué le fait que, comme les intervenants précédents des conférences, c'est qu'on n'est pas dans une rupture, on est dans une continuité, et que l'intérêt de la suite, c'est qu'elle est à inventer, et que quand on dit que finalement les compétences sont très dispersées aux autres échelons, que plus ça monte, plus ça se complexifie, plus c'est gros, plus ça se complexifie, on va, d'après ce qu'on a entendu pendant ces trois conférences, être obligé quand même de centrer ces questions-là
sur nos petits territoires, sur nos communes, sur nos communautés de communes, et que donc du coup, c'est l'intérêt sûrement de ce type d'éducation-formation, c'est d'essayer d'apporter sa pierre à ce genre de construction. Et du coup, c'est quand même la vocation d'Habiter là. Si Habiter là était juste un chantier de rénovation d'un bâtiment public par les usagers, on n'aurait pas cette dimension d'essayer de diffuser ces idées-là et de diffuser les bonnes pratiques. Donc voilà, je remercie tout le monde d'avoir accepté d'être là, d'être tous ensemble, de converser dans de bonnes conditions, je crois. Et donc merci à tous les intervenants, merci au CAUE pour ce partenariat, pour ce premier Forum Expo. Je voulais juste vite fait dire que ce Forum Expo là a été une expérience et que du coup ça aussi ça fait partie des possibilités qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire s'accorder le droit à l'expérimentation. Et dans les droits d'expérimentation, il y a le droit à l'erreur, c'est-à-dire le droit de se planter. Et du coup aussi de planter des graines dont on verra les fruits dans quelques années. Donc en débriefant à chaud tout à l'heure avec les participants au forum, on s'est dit que c'était peut-être pas sûr que ce soit la vocation du collectif de 4 que d'animer un forum comme celui-là tous les ans, parce que nous c'est lié à une thématique, c'est lié à une programmation de type festival, et que du coup les problématiques vont changer, mais que du coup les interlocuteurs qui sont venus ici ont tous à la fin du forum remercié l'organisation d'avoir généré ce genre de moment et demandé qu'il y en ait d'autres. Donc c'est aussi une fin en bouteille à la mer à ceux qui sont là et qui voudraient faire arriver ces problématiques plus fort sur le territoire. On a besoin de gens pour les faire vivre et les mettre en œuvre. Merci à tous. Merci. Et puis bien sûr, dans la grande tradition locale, on vous offre un verre avant que vous preniez la route.